Moi, je m'appelle Carlos et je suis en France depuis 2011. Et je suis arrivé en France un peu par hasard. Par hasard parce que quand je suis parti de Colombie, je ne savais pas où j'allais arriver en fait. Je suis parti d'un jour au lendemain et je dû quitter mon pays en tant que réfugié. Et comme je te dis, je suis arrivé un peu par hasard en France et c'est là où j'ai tout recommencé. Et la low-tech, au tout début, dans mon parcours d'exil, c'était pas très pressant parce que ce dont j'avais besoin, c'était des informations. Les informations, je les trouvais tout le temps avec un smartphone. Et comment m'orienter, comment traduire, où aller, etc. Tout ça, c'était avec un smartphone et les réseaux sociaux. Et aussi les sites où on donnait ces informations. Et c'est pourquoi plus tard, je me suis dit qu'avec une association qui s'appelle Singa, pourquoi pas créer une application qui recense toutes les informations pour que les gens s'en servent et pour qu'ils puissent trouver ça dans un seul lieu. On a essayé de la créer, ça s'appelait Waya, et on s'est rendu compte très vite que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché, je ne sais pas. J'imagine que, comme moi, à un moment donné, les gens ils ont besoin d'un contact humain. Ce n'est pas la même chose d'avoir un écran en face de toi qu'avoir une personne qui t'explique ce que tu dois faire. Et c'est à partir de ce moment où j'ai pris conscience que peut-être les nouvelles technologies, ce n'était pas une solution à tous les problèmes sociaux et que peut-être ce qu'ils disent Dana Diminescu de Paris Tech, un sociologue, une chercheuse qui fait de la recherche sur les nouvelles technologies et la communication, ils disent que c'est un problème on appelle ça le solutionnisme, de penser que toutes les solutions aux problèmes actuels, on les trouve dans les applications, dans les nouvelles technologies. La low-tech, je l'ai vraiment découvert grâce à une rencontre. C'était une rencontre avec Ibrahim Karout, Maya Perso et deux autres collègues, Nico et Pauline. Et autour d'Ibrahim, lui, il est réfugié syrien. Il était ingénieur dans son pays et il travaillait dans les bâtiments. Ce qu'il ne nous a pas dit, c'est qu'il était apiculteur. Il est apiculteur passionné parce que son père était apiculteur et il avait formé tous les gars du village à l'apiculture. Et c'est cette rencontre-là qui m'a fait découvrir le monde de la permaculture et de l'apiculture. Et parce que lui, il voulait vraiment répondre à son métier ici en France. Donc, cette association, elle a été créée en 2016 par 4 cofondateurs. Et l'objectif, c'est vraiment de partager tout ce savoir-faire au début qu'il y avait Ibrahim autour de l'apiculture à d'autres personnes, notamment des demandeurs d'asile et des réfugiés. Aujourd'hui, on forme aussi des personnes éloignées de l'emploi en général. Et on a développé de nouvelles formations en maraîchage biologique et en gestion des espaces verts. Donc voilà, on accompagne une quarantaine de personnes aujourd'hui à ces métiers. Et tout ce travail autour des personnes réfugiées, des migrants et des demandeurs d'asile, il ne serait possible que si on ne travaille pas ensemble en fait. Il faut qu'on travaille ensemble avec tous les acteurs pour qu'on puisse avoir un impact contundent chez les populations qu'on accompagne. Moi, par expérience, j'ai vécu l'expérience de demander l'asile en France et j'ai vécu les casse-têtes de la division entre les associations, l'administration, etc. Donc, par exemple, des points petit-déj dans les sud de Paris, monter dans les nord de Paris pour prendre la douche, aller dans l'ouest pour avoir accès à Internet et dormir à l'est. Là, j'ai compris qu'il y avait un problème, de coordination et de travail ensemble. Heureusement, aujourd'hui, on s'est un peu rendu compte de ça. On travaille ensemble, on se complémente. Et même si parfois les gens disent qu'on fait des doublons, il n'y a pas de doublons dans l'associatif, il y a juste de la complémentarité et il y a juste des partenaires. Et heureusement, c'est quelque chose qui est assez nouvelle de travailler ensemble dans ces domaines, mais qui commence à se faire de plus en plus. Et nous, on est une jeune association qui était née en 2016 et on est assez touchés parce qu'il y a des gens qui travaillent ces questions de la terre, surtout la permaculture et des produits bio depuis très très longtemps, qui aujourd'hui nous accompagnent, qui aujourd'hui nous soutiennent, qui aujourd'hui nous donnent des formations, qui aujourd'hui s'engagent auprès de nous pour former les publics qu'on accompagne. Donc que je pense qu'il y a une envie entre tous ces acteurs de partager
Et c'est surtout qu'ils sont fidèles et on est tous fidèles à une des philosophies principales de la low-tech, c'est le partage. La low-tech, par définition, elle doit être open source et ouverte à tout le monde. Sinon, ça ne serait pas de la low-tech.